les steppes d'Eurasie. Depuis la préhistoire, des peuples nomades en parcourent l'immensité. Une continuité territoriale de plus de 5000 km de long, véritable passerelle migratoire et commerciale entre l'Europe et l'Asie. Cette bande herbeuse, enclavée entre un océan de glace au nord et un désert aride au sud, vient buter sur les hautes montagnes de l'Altaï. Il y a 2500 ans, des pionniers de la mystérieuse culture des Scythes orientaux ont franchi cette frontière naturelle pour en conquérir le versant asiatique. Nous ne savons presque rien de ce peuple méconnu. Aujourd'hui, seule leur tombe témoigne de leur domination éphémère sur ces montagnes. Quels trésors renferment ces sépultures? Qu'allons-nous apprendre sur ces cavaliers conquérants? Et comment expliquer les similitudes troublantes entre ces nomades d'hier et ceux d'aujourd'hui, que plus de 2000 ans séparent? Une mission archéologique est en route. Elle brave les éléments pour gagner ces sépultures creusées dans le permafrost, un sol gelé en permanence depuis des millénaires. Mais le temps presse. Le réchauffement climatique menace. À chaque jour qui passe, les dernières tombes glacées de la planète risquent de disparaître, emportant avec elles l'ultime passerelle qui nous relie encore à la culture des Scythes de l'Altaï. Les archéologues espèrent qu'il n'est pas déjà trop tard. La route est longue jusqu'au lieu de fouilles situé à l'extrême ouest de la Mongolie, dans l'une des régions les plus isolées de la planète. Depuis Oulan-Bator, la capitale, 5 jours de piste sont nécessaires pour parvenir jusqu'à la vallée de Sirgal, à plus de 2300 mètres d'altitude. Les conditions climatiques extrêmes de la région n'en permettent l'accès qu'en été. Et la mission va vivre pendant 6 semaines, totalement coupée du monde. À la tête de cette expédition franco-mongole, Pierre-Henri Giscard de l'Institut des déserts et des steppes et Tsagan Tourbat de l'Académie des sciences de Mongolie, unis vers un même objectif, donner un éclairage nouveau sur la culture des Scythes orientaux. La civilisation scythe, c'est un ensemble de cultures qui se sont développées sur presque toute l'étendue des steppes eurasiatiques du 7e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et il s'agit de cultures qui ont chacune leurs caractéristiques, qui sont indépendantes et qui en même temps présentent suffisamment de traits communs pour qu'on puisse les classer au sein de ce même ensemble scythe. Nous avons affaire à des europoïdes, c'est-à-dire à des gens de race blanche, pour parler en termes d'anthropologie traditionnelle, et qui parlaient une ou plusieurs langues iraniennes. Sur la façon dont ils se percevaient eux-mêmes, nous ne savons pratiquement rien, puisque nous n'avons pas de source d'origine scythe, c'était des peuples sans écriture, donc nous ne savons d'eux que ce qu'en disaient leurs voisins. Cet ensemble scythe aux frontières diffuses était en contact avec les principales civilisations sédentaires voisines, la Grèce classique et la Perse achéménide. Le peuple scythe avait développé en son sein des cultures spécifiques. On connaît principalement les Scythes royaux, qui vivaient au nord de la mer Noire. Cette proximité avec le monde grec a permis à l'historien Hérodote, au IVe siècle avant notre ère, d'en donner une image précise. Mais aucun récit ne nous est parvenu sur les Scythes d'Orient, qui vivaient à l'autre extrémité de ce gigantesque territoire. Parmi ces cultures scythiques de Sibérie et de Mongolie figurent celles de l'Altaï, qu'on appelle aussi culture de Pazyryk, du nom du principal site qui a été fouillé. Culture qui est remarquable par l'abondance et surtout l'état de conservation des objets qui ont été trouvés, mais dont les porteurs nous sont inconnus. Les archéologues ont sélectionné 2 sépultures, remarquables vestiges de la culture de Pazyryk, où ils espèrent trouver des objets rituels, et peut-être même des corps dans un état exceptionnel de conservation. L'enjeu est de taille. Il s'agit de lever le voile sur ce peuple mystérieux, établi dans l'Altaï du 5e au 3e siècle avant notre ère.
Donc là, vous voyez une surface tout à fait uniforme. On constate qu'il n'y a pas de pillage. Alors, à l'intérieur, même si elle est intacte, est-ce qu'il y aura de la glace ou pas? Ça dépend de l'altitude. On est à peu près à 2400 mètres d'altitude. Donc ça, c'est bon. Mais ça dépend aussi de la profondeur. Et ici, le sol étant assez compact, les ensevelisseurs avaient du mal à creuser en profondeur. Donc, est-ce qu'ils sont descendus au-delà de 3 mètres? C'est pas sûr. C'est ce qu'on va voir. Ces tumulus de pierre appelés kourganes avaient pour mission de protéger les tombes des pillards. Seules les personnes d'un certain rang social y étaient ensevelies. Loin d'être de simples amoncellements de pierres, ces kourganes reposent sur une architecture élaborée, à la signification symbolique forte. Leur forme circulaire est une représentation du soleil, vénéré par les Scythes. Mais comment expliquer le phénomène de glaciation tant espéré par les archéologues? En été, l'eau de pluie pénètre par le dôme de pierre et s'infiltre dans le sol. Quand elle atteint la limite du permafrost, la température devient négative et cette eau se transforme en glace. Une profondeur d'enfouissement d'au moins 3 mètres est nécessaire pour que la chambre funéraire ait une chance d'être gelée. Le dôme de pierre agit ensuite comme un bouclier thermique. Pourtant, ce phénomène fascinant ne tient qu'à un fil. Il suffit que la tombe dégèle ne serait-ce qu'une courte période pour déclencher un mécanisme irréversible de putréfaction des matières organiques. On s'imaginait, non seulement nous, mais tout le monde, s'imaginait que l'Altaï, il y a 2500 ans, était une barrière, pas sur le plan physique, parce qu'il y a des cols à 3000, 3005 qui peuvent être passés par des humains et même par des troupeaux pendant la période d'été. Mais c'était une barrière, j'allais dire, ethnique. D'un côté, à l'ouest, c'était les Europoïdes, et puis, côté est de l'Altaï, c'était des Mongoloïdes. Voilà qu'on découvre que certains d'entre eux ont franchi la barrière, sont venus ici s'implanter pendant plus de 2 siècles. L'isolement extrême de la mission ne permet pas de mécaniser les opérations de terrassement et les fosses sont creusées manuellement. Les archéologues progressent néanmoins rapidement dans un sol encore friable, car situé au-dessus de la limite du permafrost. Quelle profondeur ils sont à l'endroit le plus profond là-bas? 2 mètres? 2 mètres. 2 mètres. C'est encore 1 mètre. Oui. Ce sera bon. Oui. Eh oui. Sinon, on a foutu. Absolument. Qu'est-ce que c'est ça, cet os-là? Il est tout droit et vertical en plus. C'est extraordinaire ça. C'est la première fois en Mongolie, dans des tombes de la culture de Pazyryk, on voit une telle accumulation de chevaux sacrifiés sur une seule tombe. Hérodote rapporte qu'à la mort d'un de leurs chefs, les Scythes sacrifiaient une partie de leurs chevaux. Les corps des montures étaient placés à l'extérieur de la chambre funéraire, qui devrait se situer juste au-dessous. Les Scythes vénéraient les chevaux. C'est d'ailleurs dans ces steppes qu'ils furent domestiqués pour la première fois il y a près de 4000 ans. Cavaliers hors pair, ils n'employaient ni étriers ni selles rigides. Cette maîtrise leur donnait un avantage considérable sur leurs ennemis. Lancés au grand galop, ils étaient capables de décocher des flèches avec une redoutable efficacité. Compagnons de vie, les chevaux l'étaient aussi à la mort de leur maître qu'ils suivaient dans sa dernière demeure. Le nombre d'animaux sacrifiés dépendait du rang social du défunt. Pragmatiques, les Scythes sacrifiaient en priorité les chevaux âgés ou blessés, devenus inutiles pour la communauté. Be careful. Very heavy.
Ça, c'est la mandibule. Il a de très belles dents. Un cheval adulte. C'est assez amusant que nous soyons en train d'extraire des chevaux qui ont 2500 ans d'âge, alors qu'il y a là, au bord de cette tombe, des Kazakhs avec leurs chevaux aussi. On a l'impression que le temps s'est raccourci, que le passé rattrape le présent. Une famille de nomades a installé son campement d'été à proximité des tombes. L'ouest de la Mongolie est principalement peuplé par ces Kazakhs. C'est ici qu'ils ont trouvé refuge au XIXe siècle, après l'annexion du Kazakhstan par les armées du Tsar. Ils ont suivi les mêmes chemins de migration que les Pazyriques à travers l'Altaï et conservent un mode de vie très traditionnel. Pourrait-il alors exister des permanences entre ces deux peuples que plus de 2000 ans séparent? L'enjeu est essentiel pour les scientifiques, qui pourraient valider leurs hypothèses archéologiques au contact de ces populations kazakhes contemporaines, et mettre ainsi l'ethnologie au service de l'archéologie. Elle n'est pas choquée, mais contente qu'on ouvre des tombes. енді мына кісілерден ұқсап енді мықтың үйін бүйтіп қазып ашып сөйтіп жүресіз, анда сізге енді қандай бір жаман сезім туды ма? Сосын біз өзімізше қуанып отырмыз енді. Ой, Құдай ауылымыздың жанынан түк шықпай кетіп қалса да кетіп қалады. Оның қасында аман есен іздегендерін тауып алған енді әбден қой деп ойлап отыр. Тәңір жалғасын. Қайда жүрсеңдер аман жүріңдер. Christophe Moulera, expert en cuir et textile archéologique au musée du Quai Branly, s'est joint à la mission pour étudier les techniques d'artisanat des Kazakhs, afin de les comparer aux artefacts trouvés dans les tombes. Et là, il assouplit en fait. Là. Oui. C'est une technique qui remonte sans doute à quelques siècles, voire quelques millénaires. Oui, oui. Oui, c'est son père qui l'a appris à faire ça. Donc c'est une peau qu'ils ont découpée en lanières. Et ils ont été assouplis dans un mélange d'abord d'eau et après de yaourt. Du yaourt, voilà. Dans les tombes, on trouve beaucoup d'éléments cuir. Le cuir se conserve bien, ce qui fait vraisemblablement dire qu'il était traité avec le même soin, ce qui explique qu'il a pu résister à 2000 ans de séjour sous terre. осындай нәрселер қайдан тауып алады? Өздері сатып дайын сатып аласыз? Жоқ, дайын ала салады. Ендігі Қытайдың жібі, мәтік жатқы деген сияқты. Мынандай қайсыз деген елді қовыртып кетті ғой. Cette province ici, c'est un peu comme un conservatoire culturel. C'est-à-dire, c'est le seul endroit dans le monde où on a conservé la culture authentiquement kazakh. Mais combien de temps ça va durer? C'est vraiment un lien entre ce que nous voyons ici et ce que nous trouvons dans les tombes. C'est certainement des descendants, au moins en partie, de ce peuple-là. Ah, très belle pièce, intacte. Le mort articulé, en très bon état. Il peut être restauré celui-là. Il y a une articulation là. C'est la forme typique du mort des Scythes. Et là, c'est le coup qu'il a reçu, entre les deux yeux. On peut s'imaginer le carnage qui a eu lieu, puisque ces chevaux ont été amenés vivants, ont été massacrés chacun de coups de pique dans le front. Je pense que c'était un des moments les plus solennels de cet enterrement. C'est magnifique.
c'est 2 griffons qui se font face en bois. Ils décoraient le harnachement du cheval. Dans l'humidité, le bois se putréfie et après disparaît. Alors que là, dans une ambiance très sèche, c'est resté. 2500 ans après, voilà un bois sculpté rare. Ça, c'est des pièces qu'on verra dans les livres, ça. Si on le laissait comme ça au soleil, au bout de quelques heures, ça serait fini. Donc on va les humidifier, les emballer dans du conditionnement spécial et les amener par avion à Paris. Ces objets, d'abord restaurés en France, seront ensuite renvoyés à l'Institut d'archéologie de Mongolie, puis exposés au Musée national d'Oulan-Bator. L'art des sites orientaux est d'un grand raffinement, comme en témoignent ces fleurs de lys qui ornent le harnachement des chevaux. Ou encore ces griffons, créatures légendaires représentées par un corps d'aigle greffé sur l'arrière d'un lion, muni d'oreilles de cheval et d'une queue de serpent. Ces échos avec les bestiaires mythologiques grecs et perses confirment les liens culturels que ces sédentaires entretenaient avec les Scythes, en dépit de leurs préjugés sur ces nomades. L'image ancienne ou moderne que les sédentaires ont des nomades est une image de barbares passablement arriérés. C'est une image qui repose sur la notion de carence. Les nomades n'ont pas de maison, les nomades n'ont pas de champs, les nomades n'ont pas de ville. Ce sont juste des prédateurs avides qui rôdent en lisière des vraies civilisations, celles qui ont tout cela. Et en réalité, ce que l'archéologie nous a révélé au XXe siècle, c'est une image tout à fait différente de populations nomades issues de populations sédentaires et agricoles, qui, à un moment donné de leur développement, un moment qu'on situe au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, ont renoncé à l'habitat fixe et à l'agriculture pour se lancer dans l'élevage extensif, en exploitant au mieux les possibilités qu'offrait le milieu steppique. Le temps d'un été, les membres de la mission vivent dans des conditions semblables à celles des peuples qu'ils étudient. Quand on pense que ça a été cuit par des pierres, c'est fou, hein? Comme à l'époque néolithique. Incroyable, hein? La seule chose qui a changé, c'est qu'à cette époque, il n'y avait pas de bidon métallique et ils faisaient dans la peau du bouc. La première marmite, c'était la peau d'un bouc. Après 2 semaines de fouilles éprouvantes, les archéologues sont proches du dénouement pour cette première sépulture. La chambre funéraire n'est plus qu'à quelques centimètres sous leurs pieds et la tension est palpable. La tombe est-elle encore gelée? C'est creux. C'est la chambre funéraire. Et voilà. De la vraie glace. De la vraie glace. On a enlevé toutes les couches protectrices de terre, donc si on ne va pas très vite, la glace va fondre. Tous les éléments organiques qui sont en dessous risquent de se dissoudre. Donc la course contre la montre à partir de maintenant. Il faut refermer. Voilà. Tout de suite, il faut appeler Oulan-Bator. We found a tomb with ice. You must start immediately with a frigorific truck. Day and night. So quick as possible. And drive in the night also. Drive in the night. Les travaux sont aussitôt suspendus. Poursuivre les fouilles exposerait les matières organiques à un brusque changement de température et provoquerait leur décomposition. Dans cette attente forcée du camion frigorifique, les nerfs des archéologues sont mis à rude épreuve. Alors, bon, le degré supérieur de ce que nous attendons, ça serait que la glace
ait été permanente depuis l'ensevelissement jusqu'à maintenant non-stop, parce qu'on aurait à la fois des corps humains qu'on pourrait étudier sur le plan génétique, sur le plan paléopathologique, c'est-à-dire savoir quelles sont les maladies qu'ils ont eues, les causes de leur mort, et tous les indices nous laissent à croire qu'elle est gelée. On va voir. Troisième jour. Le camion frigorifique n'est toujours pas arrivé. Pour contenir son impatience, le professeur Tourbat part en exploration vérifier une information donnée par un berger kazakh. À seulement quelques centaines de mètres des tombes de Sirgal, se trouvent des bas-reliefs rupestres sculptés dans la falaise, appelés pétroglyphes. En l'absence d'écriture, ces symboles représentaient la principale forme d'expression pour les peuples de la steppe. La période bronze et la période pazérique. Sur ces parois s'écrit un dialogue artistique étonnant. Aux représentations statiques de l'âge du bronze répond 1000 ans plus tard l'art animalier scythe, porté par une volonté manifeste de stylisation et un extraordinaire sens du mouvement. C'est un cavalier de la période pazérique. Et le cavalier, il n'a pas de traits. Ce qui a frappé immédiatement les archéologues, c'est l'art animalier. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une des caractéristiques principales de ces populations et surtout comme le message principal qu'elles nous ont légué, puisqu'à défaut d'écriture, nous avons là un certain nombre de représentations qui, à côté de leur aspect esthétique, ne sont bien entendu pas gratuites, qui véhiculent un certain nombre de concepts, d'idées et de mythes. Ils ont développé une civilisation, le mot n'est pas excessif, une civilisation sophistiquée et brillante, dont la période scythe représente d'emblée l'un des apogées. Après 4 jours d'une attente interminable, le camion frigorifique perce enfin l'horizon. Les fouilles sont reprises immédiatement. À cause du réchauffement climatique, ce sont les dernières tombes gelées de la planète, ça. Dernières tombes gelées de la planète. La chambre était en train de s'effondrer. Oui. On espère encore que entre le plafond et le plancher, il y aura de très bons corps bien conservés dans la glace. D'ici 1 heure ou 2, on le saura. La chambre funéraire des Scythes était construite selon l'architecture de leurs abris d'hiver. Une isba constituée de troncs de mélèze, capable de résister aux rigueurs du climat. Mais les tonnes de terre qui la recouvrent depuis des millénaires ont exercé une pression considérable. Avec le temps, le plafond de bois s'est fragilisé et a fini par céder. Pour les archéologues, un espoir semble s'être envolé. Je crois que c'est creux encore un peu. Mais peut-être que déception. Tu vois la glace? Frozen. Il y a de glace, mais c'est pas... Très peu. Bien, cette tombe, on s'attendait à trouver de la glace, mais il y en a très peu dans le fond. Mais elle est quand même passionnante parce que c'est la première fois que l'on trouve une chambre funéraire absolument intacte. Sauf le plafond qui s'est écroulé, et c'est là tout le drame. Mais sinon, les 4 côtés sont particulièrement bien conservés, et ça, c'est une première pour la Mongolie. La déception des archéologues se dissipe rapidement, car malgré son affaissement partiel, la chambre funéraire recèle de remarquables trésors.
C'est un grand plat en bois. Oui, qui pourra être restauré. Ce plateau à pied démontable est un fascinant modèle de l'artisanat scythe, particulièrement adapté à la vie nomade. Les Scythes étaient passés maîtres dans le façonnage d'ustensiles en mélèze, difficiles à sculpter mais très robustes. Ces artefacts en bois de plus de 2000 ans, qui ont miraculeusement échappé à la putréfaction, sont d'une valeur inestimable. Ils étaient souvent plaqués d'or. Les Scythes maîtrisaient remarquablement les techniques d'orfèvrerie. L'or pouvait être travaillé en feuilles ou simplement pressé en pétales dispersés sur le plancher de la chambre funéraire. Ce métal précieux les obsédait. Altaï en mongol signifie montagne dorée. L'or était le métal noble par excellence, il est inaltérable, mais on peut surtout penser qu'il avait une sorte de lien symbolique avec le soleil. On le sait dans le cas des Scythes d'Europe, puisqu'Hérodote rapporte la légende d'origine de ces sites qui fait intervenir des objets d'or flamboyants tombés du ciel, et qui sont évidemment des symboles de la puissance solaire. Donc l'or devait être un métal solaire, comme il l'était d'ailleurs dans d'autres civilisations, je pense aux civilisations précolombiennes, et à ce titre réservé au clan royal et à la haute aristocratie. Ces deux loups qu'il portait de chaque côté du cou, là, de chaque côté. Il avait ces deux têtes de loup, l'une à côté de l'autre. Extraordinaire, ça. On voit très bien là sa tête, sa gueule, ses dents, son oreille, son cou, et la feuille d'or qui le recouvrait, mais qui s'est détachée du bois. Déjà hier, ça avait commencé par les loups vivants, qui hurlaient pendant la nuit et qu'on a vus pendant le jour, que même les chasseurs ont poursuivi. Et puis maintenant, symboliquement, on retrouve des loups. Le loup était l'animal totem pour ces nomades de la vallée de Sirgal, l'emblème qui identifiait leur clan. L'organisation politique des Scythes était très hiérarchisée, avec au sommet un chef, parfois un roi, regroupant plusieurs hordes. Isgorit? Non. Oui, oui. Chami. C'est la base d'un carquois en bois qu'on portait le long de la cuisse gauche. Dès l'époque classique de la Grèce ancienne, eh bien, il y avait des gorites comme ça. Sur cette planchette, il y avait comme un tube en cuir qui contenait à la fois l'arc et les flèches. L'arme favorite des Scythes était l'arc à double courbure, de petite taille mais de forte puissance. Les pointes de flèches des Pazyriques étaient le plus souvent en bronze, car ils ont généralisé l'usage du fer bien plus tard que leurs cousins scythes occidentaux. Hérodote dit ce sont des archers à cheval, donc des gens qui sont quasiment invincibles. Et en effet, la tactique scythe repose sur l'usage de troupes extrêmement mobiles qui peuvent harceler l'ennemi pendant des heures. Tous les peuples de la steppe, jusqu'à l'époque moderne, ont utilisé ces mêmes tactiques de harcèlement et ont utilisé la figure de l'archer monté. Pour les combats au corps à corps, ils utilisaient des épées courtes ou des piques de combat. Il n'y avait pas à proprement parler d'unité politique entre les différents peuples scythes, et les guerres intestines entre tribus rivales étaient nombreuses. Seule l'arrivée d'un ennemi commun pouvait unifier ce peuple guerrier. Alexandre le Grand, en 331 avant Jésus-Christ, au fil de sa conquête des territoires perses achéménides, s'est trouvé en contact avec des tribus de l'ensemble scythe, des tribus Sas d'Asie centrale. D'abord, ces Sas étaient nombreux dans la cavalerie perse, les Macédoniens les ont affrontés directement. Et ensuite, Alexandre le Grand a tenté une expédition, une sorte de reconnaissance armée au nord, en territoire Sas. Et ce sont en fait des nomades scythes qui ont infligé aux Macédoniens les très rares défaites qu'ils ont subies. Alexandre est revenu malade de son expédition sans avoir pu ajouter ces territoires à son empire. Oh, les vertèbres, le pauvre gamin, tout petit,
les découvertes se poursuivent à l'intérieur de la sépulture. Et non des moindres. Sous le plafond affaissé, les archéologues ont trouvé 2 corps, un adulte et un enfant. Les défunts reposent sur le côté avec leurs armes et objets favoris. La chambre funéraire est orientée sur un axe est-ouest pour suivre le cycle du soleil, allégorie de la naissance et de la mort. Le personnage le plus important est toujours situé au sud. Dans cette tombe, il s'agit de l'adulte. Mais comment expliquer la présence d'un enfant à ses côtés ? Hérodote raconte que les princes scythes amenaient avec eux en sacrifice un enfant. Le corps n'est pas en bon état, donc on n'arrivera jamais, je crois, à montrer qu'il a eu la gorge coupée. Et puis, on peut tuer de tellement de manières qui ne sont pas visibles, même par un médecin légiste. Le squelette de l'enfant a beaucoup souffert lors de l'affaissement, mais celui de l'adulte, protégé contre la paroi, est exceptionnellement bien conservé, à tel point qu'il est possible d'en pratiquer l'analyse médico-légale. Le corps est transféré au service de paléopathologie de l'hôpital de Garches. Alors ces restes sont importants parce qu'ils nous permettent de reconstituer une partie de la vie de l'individu, notamment de ses maladies et aussi de ses douleurs, les souffrances induites par les maladies. L'autre chose qui nous intéresse aussi, c'est leur excellent degré de conservation. Grâce au permafrost, eh bien, s'est déroulée une sorte de momification spontanée, d'embaumement, on va dire, naturel, grâce à cette déshydratation induite par le grand froid. Toutes ces substances grisâtres qu'on observe à la surface des os, eh bien, ce sont non seulement les muscles, mais en plus la peau, le gras qui s'est complètement desséché et aminci. Alors, il y a des anomalies qui sont visibles sur ce membre supérieur. Donc là, on a ce qu'on appelle un syndrome ostéologique du cavalier, qui est en rapport directement avec la pratique intense de la cavalerie. Ça signale vraiment une arthrose extrêmement sévère. Hein. J'en ai rarement vu des aussi sévères en paléopathologie. Ce qui est intéressant, donc là il y a des lésions qui sont traumatiques, survenues sur os frais, donc du vivant de l'individu au moment de sa mort. Quand on regarde les berges, on voit qu'il n'y a aucune trace du tout de cicatrisation. Donc c'est vraiment le signe qu'on est sur une lésion vraiment contemporaine du décès. C'est très précis, toute l'énergie est concentrée en un point. Et ça, c'est tout à fait ce qu'on observe quand on a une pointe de flèche, par exemple, qui rentre, qui occasionne un saignement au niveau de l'intérieur du crâne, au niveau du cerveau, et qui donne un décès assez rapide. Et ce qui est intéressant, on a des traces de décarnisation. Donc c'est un crâne qui a été scalpé. Hérodote décrit le rituel d'embaumement des chefs scythes. Ils étaient d'abord scalpés, leurs dépouilles éviscérées puis remplies d'herbes aromatiques. Cette pratique était indispensable, car les enterrements ne pouvaient avoir lieu en hiver. Impossible de creuser des fosses dans un sol gelé. Les corps ainsi momifiés pouvaient être conservés plusieurs mois et présentés aux clans alliés rencontrés en cours de transhumance. Puis les dépouilles étaient mises en terre dans la vallée de Sirgal, qui constituait leur campement d'été. Cette première tombe s'est révélée d'une richesse exceptionnelle. Elle est maintenant rebouchée pour retrouver son aspect extérieur originel, comme c'est la règle en archéologie. La mission s'attaque maintenant à la sépulture voisine, qui intrigue les scientifiques depuis le début des fouilles. Traditionnellement, les Pazyriques constituaient des alignements de tombes espacés de quelques mètres, partant du sud et se poursuivant vers le nord au fil des générations. Située à l'extrémité septentrionale, cette deuxième sépulture est donc postérieure à celle de l'homme et de l'enfant. Mais pourquoi les dômes de pierre se chevauchent-ils ainsi ? Cette infraction manifeste aux coutumes funéraires scythes a-t-elle une signification particulière ? Les travaux redoublent d'intensité dans cette deuxième sépulture. La mission entame déjà sa 4e semaine à Sirgal
et les archéologues doivent maintenant terminer les fouilles au plus vite, avant que le climat ne devienne trop rude. C'est vraiment dur, vraiment dur. Quand on est à 2500 mètres d'altitude, à l'extrême pointe de la Mongolie, très loin de la capitale et dans le froid en plein été, eh bien, c'est pas facile à supporter. Le camp se réveille sous la neige. Ces tempêtes venues de Sibérie sont fréquentes à la fin de l'été. Malgré le froid et les intempéries, les archéologues sont parvenus à marche forcée au niveau de la seconde chambre funéraire. Les mystères qui entourent le cimetière de Sirgal vont enfin se dissiper. Nous avons devant nous un monoxyle en forme de sarcophage qui est tout à fait première fois dans toute l'archéologie mongole. Oui. Et les conservations, on peut dire parfait. Parfait. Oui. Un sarcophage intact, son cheval à côté. Et maintenant, c'est le suspense. Alors, je crois qu'on va attaquer tout de suite, malgré la neige qui tombe. On y va? Il ne faut pas le laisser à l'humidité. On va fermer maintenant. Oui. Avec quoi? La bâche? Avec la bâche. Tourhaï. La chambre funéraire a été directement creusée dans le tronc d'un mélèze et forme un véritable sarcophage. Cette structure massive a beaucoup mieux résisté que la tombe voisine aux tonnes de terre qui la recouvraient. Les efforts des archéologues sont enfin récompensés. Le sarcophage semble intact. Une fois le soleil revenu, la mission prend la mesure de l'importance de ces découvertes. On commence tout de suite par enlever les artefacts. Ouais. Des chevaux en bois avec 2 petites cordes en bois. À l'âge du bronze, l'animal qu'on appelle le psychopompe, c'est-à-dire qui amenait l'âme des morts vers les pays célestes, était un cerf. Et lorsqu'ils ont vu le cheval, ils se sont dit le cheval est encore plus agile que le cerf, on va prendre le cheval comme animal psychopompe. Et à partir de ce moment-là, on a mis sur les chevaux des cornes de cerf postiches pour les enterrements. Lorsque l'animal était trop petit, eh bien on lui met simplement 2 petites cornes légères comme ça pour bien montrer qu'il est parfait parce qu'il a les cornes. La céramique, elle est cassée. Hein? C'est les résidus qui étaient là-dedans dans les céramiques. Toi qui es spécialiste des céramiques, tu vas pouvoir reconstituer très facilement. Ouais. Les Pazyriques utilisaient essentiellement des ustensiles en bois. Mais pour cuire leur nourriture, ils avaient aussi besoin de céramique. Des analyses biochimiques ont montré que ce pot contenait une sorte de ragoût de mouton, où la viande et la graisse avaient été brisées, puis mélangées à du lait et à des végétaux. Cette préparation a été ensuite disposée sur un plateau pour accompagner le défunt vers l'au-delà. Petit couteau. Un petit couteau. Oui. Les petits couteaux symboliques. Oui. C'est les ossements de mouton. C'est bien la preuve qu'on voulait le nourrir, afin que quand il se réveillerait, eh bien, il aurait à manger, il aurait à boire, il aurait son cheval. C'est extraordinaire. Hein. Donc, il croyait à l'existence de notre monde. Ça paraît tout à fait évident. L'impression générale sur la religion des peuples scythes, ou les religions des peuples scythes, est qu'on a une théologie de type indo-européen sur laquelle se seraient plaquées des pratiques chamaniques. Nous avons des divinités primordiales, le couple du ciel et de la terre, nous avons bien entendu une divinité guerrière, une divinité solaire. Relèvent également de pratiques de type chamanique l'usage par les Scythes de substances psychotropes, usage rituel. Il s'agit notamment de hashish. Il y a du tissu très beau là.
C'est une très grande pièce en tout cas. Je pense que ça ne sera qu'en laboratoire que l'on pourra séparer ces trois choses et reconstituer le vêtement. Ces textiles pasiriques ont été transportés par Christophe Moulera à Paris, dans son laboratoire du musée du Quai Branly. Il observe ces fibres au microscope électronique à balayage, afin d'en déterminer la nature. D'emblée, on voit la présence d'écailles qui se sont très bien conservées malgré leurs 2000 ans d'histoire. Par chance, la laine de mouton se distingue très nettement du reste du règne animal, car ce sont des écailles généralement qui sont très épaisses, et là, sans aucun doute, il s'agit de laine de mouton. Cette laine archéologique est constituée d'un mélange de fibres au diamètre très différent, caractéristique des espèces d'une grande rusticité. Christophe Moulera compare ses résultats à des échantillons de laine contemporaine qu'il a prélevés sur des moutons kazakhs. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a cette grande diversité de diamètres de fibres que l'on observait déjà dans les tissus archéologiques. Comment expliquer qu'on puisse retrouver les mêmes caractéristiques sur 2000 ans, sachant que chez nous, on a cherché à tout prix à homogénéiser les diamètres et la longueur, et surtout d'éliminer les fibres les plus grosses, celles qui ne prennent pas la couleur et qui risquaient de générer des imperfections dans la réalisation d'une opération de filage. Cette absence d'évolution dans la qualité des toisons de moutons peut s'expliquer de deux manières. D'une part, le froid et l'extrême isolement de la région limitent les croisements entre espèces. D'autre part, les nomades ont dans leur cheptel des chèvres cachemire, qui couvrent naturellement leurs besoins en laine fine, et ce, depuis la période scythe. Les tissus pasiriques ont une remarquable densité de fils, rendant ces textiles imperméables au froid et à l'humidité. Évidemment, la grande question, c'était mais sur quel type de métier ils ont pu réaliser ces tissus. Parce que, hélas, malgré le nombre de tombes fouillées, et quand on sait qu'en plus, dans ces sépultures, on trouve de très nombreux objets de la vie quotidienne notamment, on ne trouve jamais de métier à tisser. Un des points particulièrement intéressants pour nous cette année, ce fut cette chance de voir ce métier extrêmement rudimentaire, qui ne laisse aucune trace. Et avec des techniques même rudimentaires, on est capable de faire des tissus très élaborés. S'il y a un mot qui revient sans cesse, c'est la permanence. La permanence des espèces utilisées, des matériaux utilisés, des techniques utilisées, techniques de tissage, techniques de filage. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est de se dire que ces gens ont continué à utiliser les mêmes méthodes, de côtoyer les mêmes animaux depuis si nombreuses années. Le mode de vie des nomades kazakhs prolonge de façon spectaculaire celui des nomades scythes. Cette unité, par-delà les recompositions et les siècles, confirme la permanence d'une véritable civilisation de la steppe. Cette idée de rapprocher l'ethnologie et l'archéologie est apparue il y a 40 ans, 50 ans, et voilà que maintenant, où on voudrait le faire, on ne pourra plus le faire. La référence ethnologique, eh bien, elle va disparaître. Les yourtes s'équipent de panneaux solaires, de paraboles et de télévision à l'intérieur. Donc le monde entier pénètre dans les yourtes et leur donne envie d'arrêter cette vie traditionnelle. La civilisation des steppes est apparue au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Elle a survécu jusqu'à nos jours, elle existe encore, mais elle existe sous une forme qui est aujourd'hui résiduelle, qui est paupérisée, qui n'a plus rien à voir, bien entendu, avec les gloires de la période scythe, et qui, de surcroît, est menacée. Menacée par l'insertion dans un cadre étatique qui est celui dicté par les sédentaires, même dans des États qui revendiquent leurs origines nomades, comme la Mongolie ou le Kazakhstan. Les fouilles touchent maintenant à leur fin. L'ensemble des objets rituels a été prélevé et il ne reste plus aux archéologues qu'à extraire le corps qui repose encore à l'intérieur du sarcophage. Torbat, ce triangle-là, c'est un chapeau donc. Très long chapeau. Très long chapeau. 50 cm. Mais il est vraiment richement décoré. Ah, oui.
Peut-être ils n'ont pas porté pour la vie courante, hein. Peut-être c'est seulement pour cérémonie. Oh, dans la vie courante, c'était pas possible de porter un chapeau de 40 ou 50 cm sur la tête, avec le vent, c'est sûr. C'est magnifique. C'est en or. C'est beaucoup doré d'une femme. Ça confirme que nous avons ici une femme enterrée. Cette sépulture réservait donc une dernière surprise de taille. C'est le corps d'une femme qui est étendu au cœur du sarcophage. Elle a reçu de nombreuses offrandes pour faciliter son passage vers l'au-delà. Vêtements d'apparat, coiffe monumentale, bijoux en or, tout indique qu'elle avait une position sociale déterminante dans le clan, outre son rôle de mère ou d'épouse. La place de la femme durant la période scythe était tout à fait différente de la place qu'elle occupait dans les civilisations sédentaires contemporaines. C'était un personnage qui jouissait d'un haut statut, qui pouvait avoir des fonctions politiques, puisque nous connaissons des femmes qui ont été reines de tribus ou de peuples entiers, et elle pouvait même être armée et probablement combattre. On a l'impression qu'il y a eu un traumatisme par arme blanche contendante, donc destinée à casser ou à enfoncer. Et on voit qu'il a été fait sur un crâne qui est encore malléable, encore mou et déformable. Ce qui est intéressant, donc là il y a des lésions qui sont traumatiques par enfoncement. On a une lésion ici, perforante. On a un traumatisme ici et un dernier là, avec une section qui est bien particulière, qui est quadrangulaire, en carré. C'est une personne qui avait déjà pris des coups avant, puisqu'il a une séquelle de traumatisme ancien là. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a pris pas mal de coups, comme un combattant qui prend des coups et qui ne meurt pas tout de suite. Ces femmes guerrières nomades nous font bien sûr penser au mythe grec des Amazones. Ce qui est certain, c'est qu'à partir des 6e ou 5e siècles avant Jésus-Christ, les Grecs ont en quelque sorte raccordé leur mythe sur cette réalité des femmes guerrières scythes. Des textes rapportent que la femme scythe est l'égale de l'homme et qu'elle a les mêmes droits. Elle monte à cheval et participe à la chasse et à la guerre. La mythologie des Amazones est liée à la réalité historique de ces combattantes aux antipodes de la femme grecque soumise. Héraclès, Achille, Thésée, tous les héros grecs vont combattre ces Amazones de légende et s'attaquer ainsi à l'image bien réelle de la femme scythe émancipée. On va vérifier également avec les anthropologues si elle est vraiment europoïde comme tous les autres membres de ce peuple de Pazyrik. Dans la première génération, ils étaient totalement europoïdes. Après, ils se mélangeaient avec... et ça faisait des enfants hybrides, mi-mongoloïdes, mi-europoïdes. L'ADN va parler. Existe-t-il un lien génétique entre cette femme et l'homme et l'enfant de la tombe voisine ? Des échantillons des 3 corps sont envoyés au laboratoire du professeur Krubesi, qui apporte un éclairage inattendu sur la structure de ce clan. Ce qui est assez intéressant d'un point de vue social, c'est que l'homme et la femme ne sont ni le père ni la mère de la petite fille. En revanche, la femme et l'enfant ont suffisamment de parenté génétique pour qu'on puisse penser que c'était des parents assez éloignés. Ces sujets s'intègrent dans un scénario qu'on commence de mieux en mieux à apprécier dans l'Altaï. La femme et l'enfant ont une origine européenne, tandis que pour l'homme, ce sont des origines asiatiques. À l'âge du fer, on a de plus en plus de populations mêlées, qui sont des populations asiatiques et européennes. Et à l'hypothèse d'une longue diffusion démographique, des gens qui s'infiltrent progressivement, il y a aussi des hypothèses qui sont des hypothèses, alors là, je dirais, d'invasion, de combat, si vous voulez, entre populations pour prise d'un territoire. Tous ces éléments ont dû jouer pour arriver à une culture qui finalement était une culture qui n'était pas une culture européenne, qui était pénétrée d'éléments asiatiques, mais qui était peut-être une culture définie par ses contacts. Dès le début, on a remarqué que les 2 tombes étaient très proches l'une de l'autre, hein, oui, complètement. Ils se touchent complètement. Donc ça pourrait, pas prouver, mais suggérer l'hypothèse qu'ils vivaient ensemble tous les 2. Bon. Normalement, dans les alignements, les tombes sont séparées l'une de l'autre. Il y a au moins 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres.
Les tombes jumelles de Sirgal, liées pour l'éternité, ont maintenant livré tous leurs secrets. Seule la nature précise de la relation qui unissait ces trois individus demeure un mystère. Appartenaient-ils au même clan? Formaient-ils une famille? Pourquoi cet alignement de tombes s'est-il interrompu? Là où s'achève cette enquête archéologique, commence le domaine de l'imaginaire. Ces sépultures sont le dernier témoignage connu sur la culture de Pazyryk. À la fin du IIIe siècle avant notre ère, des hordes venues d'Orient vont mettre un terme à la domination des Scythes sur l'Altaï. Les survivants vont être assimilés à ces envahisseurs mongoloïdes ou alors repoussés vers l'ouest. Ce mouvement s'étendra pour conduire aux grandes invasions barbares en Occident et à la chute de l'Empire romain. La civilisation des steppes va se transmettre jusqu'à nos jours, portée par des peuples nomades successifs qui prolongent le mode de vie plusieurs fois millénaire des Scythes, mais dont l'avenir semble maintenant inexorablement menacé.